Thème 1, les espaces ruraux, multifonctionnalité ou fragmentation. Chapitre 1, les recompositions des espaces ruraux. Alors, donc on part d'abord sur une définition importante qui est la notion de recomposition, hein. Réorganisation d'un espace sous l'effet de facteurs endogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'intérieur d'un pays, d'un territoire, et exogènes qui viennent de l'extérieur. Souvent c'est des facteurs économiques comme la mondialisation ou environnementaux comme le réchauffement climatique. Réorganisation qui passe par une phase transitoire. Alors, d'abord en définition, un espace rural, donc c'est un espace aux densités faibles, avec souvent et plus ou moins éloigné des espaces ruraux. On verra qu'il y a différents types finalement d'espaces ruraux, hein, du plus proche du pôle urbain au plus éloigné. Souvent structurés autour de petites zones urbaines, hein, on va appeler ça des villages, et puis une activité qui est donc essentiellement qui est tournée essentiellement vers l'agriculture, qui va donc effectivement façonner les paysages. La population rurale connaît aujourd'hui une forme de déclin dans le monde. Désormais, la population urbaine a dépassé la population rurale. L'urbanisation connaît une croissance rapide. Les espaces ruraux connaissent une forme de déclin. Même si ce déclin doit être quand même nuancé dans la mesure où effectivement il existe des zones rurales qui continuent à progresser, hein, en termes de population, par exemple en Afrique subsaharienne, alors que dans les pays du Nord, on voit clairement que la population rurale, elle est située à un niveau assez faible. Bon, on essaiera d'expliquer pourquoi. Il faut rappeler également que ces espaces ruraux connaissent aujourd'hui des mutations importantes avec la notion de multifonctionnalité qui est en train d'apparaître, puisque on voit apparaître aujourd'hui des activités industrielles et aussi donc qui va donc aussi générer donc cette multifonctionnalité va provoquer aussi des conflits d'usage sur savoir comment on va utiliser l'espace, quelles sont les activités qui vont occuper l'espace et quelles tensions ça va créer. Donc vers la multifonctionnalité des espaces ruraux, l'agriculture reste l'activité structurante des espaces ruraux. Alors, bon, c'est assez simple, hein. Aujourd'hui, l'agriculture est la principale activité des espaces ruraux, ça représente à peu près 30% de l'activité des espaces, 30% de l'activité mondiale, hein, en termes d'emploi, hein, par exemple. C'est une activité qui va structurer les espaces, qui va les façonner, qui va les transformer. Donc là, par exemple, vous avez un paysage d'open field, hein, d'agriculture intensive, céréalière, souvent des pays du Nord. Vous avez également, par exemple, les paysages de rizières en Indonésie, qui s'adaptent à un relief plutôt montagneux et des conditions climatiques plutôt favorables au développement de la riziculture, qui demandent donc un travail considérable de transformation des espaces ruraux en créant des rizières, et qui va donner un caractère très spécifique au paysage rural, qui peut être aussi un atout touristique et qui va aussi d'ailleurs souvent influencer les activités religieuses, par exemple, puisque la religion est souvent présente dans les espaces ruraux, parce que le culte de la fertilité est un élément important pour les paysans. Alors aujourd'hui un peu moins, mais disons que le paysage rural a souvent influencé aussi un aspect un peu plus culturel. Les mutations des espaces et des activités agricoles, un développement différencié des activités agricoles. Alors on commence par l'activité productiviste et commerciale des pays du Nord. Donc on prend un exemple qui est celui des Pays-Bas, qui est un État très tourné vers l'agriculture productiviste. Donc une agriculture productiviste, c'est une agriculture qui produit beaucoup. Par exemple 9% de la production de lait de l'Union européenne. Cette agriculture productiviste, elle utilise des moyens modernes, hein, pour arriver à produire beaucoup, donc par exemple des pesticides. Ça peut être également l'utilisation de machines,
ça peut être l'utilisation de la recherche scientifique, ça peut être aussi l'utilisation de méthodes d'élevage, on va dire, modernes, avec par exemple l'élevage sous serre, c'est la production la production sous serre. Alors ça peut être de l'élevage, mais ça peut être aussi, par exemple là c'est la production de fleurs. Cette agriculture, elle était aussi intégrée. Alors, elle est intégrée à une filière qu'on appelle l'agro-business ou l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'industrie va venir se connecter aux activités agricoles par la transformation des produits agricoles, par la production de machines, par la production de semences, et ensuite par la commercialisation des produits. Donc donc là, on n'a pas seulement que l'activité agricole qui est concernée, mais aussi plein d'autres activités, l'industrie, le transport, la vente, etc., etc. Et puis, pour terminer, cette agriculture, elle va productiviste, elle va générer des paysages bien caractéristiques, et le paysage de la monoculture. La monoculture qui permet de produire plus, puisque on va créer des exploitations aux formes géométriques, de grandes exploitations qui va s'adapter aux moyens de production modernes. Alors dans le monde, l'agriculture commerciale et productiviste, elle est située essentiellement dans les pays du Nord, l'Europe, premier producteur mondial de céréales par exemple, l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier, le Japon aussi, même si c'est pas une grande puissance agricole, la Russie, voilà. Donc c'est vraiment la caractéristique des agricultures productivistes des pays du Nord qui demandent beaucoup d'investissement et qui font partie intégrante d'une filière industrielle. Alors les espaces ruraux dans les pays pauvres du Sud, on a pris un exemple qui est celui de l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie est un pays caractéristique d'un pays pauvre, on appelle ça un PMA, un pays les moins avancés. C'est un pays pauvre qui doit faire face à de nombreuses contraintes, par exemple pour l'Éthiopie, l'aridité, qui limite les activités agricoles, mais surtout c'est un pays pauvre qui, avec une pauvreté souvent extrême de la population, une population paysanne, qui finalement dispose de peu de moyens de production. Là on voit par exemple la jachère, enfin le labour, pardon, avec des moyens rudimentaires. Cette agriculture, donc des paysans qui n'ont pas les moyens d'investir massivement dans des productions modernes, qui ont des petites exploitations et des exploitations tournées vers de la polyculture, c'est-à-dire plusieurs cultures qui servent à nourrir la famille. Donc on appelle ça une agriculture vivrière. Cette agriculture vivrière, elle est dominante en Éthiopie, et elle alimente une part importante de la population qui est constituée donc de petits paysans pauvres. Mais attention, dans ces pays du Sud, on assiste à des évolutions, puisqu'on a une forme aujourd'hui de modernisation de l'agriculture. Alors la modernisation, elle passe souvent par l'intégration progressive aux marchés mondiaux. L'Éthiopie est un pays qui possède des atouts, par exemple une forme des terres très fertiles dans ce qu'on appelle les hautes terres, les hautes terres ici. Ces hautes terres sont des terres fertiles et humides et qui permettent de développer une agriculture plus productive et tournée vers les marchés mondiaux. Donc, par exemple, la culture du café, qui va être vendue un peu partout dans le monde, la culture céréalière aussi, qui va se développer, et le développement donc d'une industrie agroalimentaire. Donc tout ça pour dire que finalement les pays du Sud, même si pour beaucoup d'entre eux la production reste tournée vers l'agriculture vivrière, ces pays du Sud souvent aujourd'hui se tournent vers de plus en plus une agriculture plus productive. Alors l'agriculture familiale dans le monde, elle est située essentiellement dans les pays du Sud, et en particulier donc en Asie, avec la riziculture, et puis également tournée sur le continent africain. On la trouve essentiellement aussi en Afrique. Et c'est là où on trouve les 3/4 du monde paysan à l'échelle mondiale, qui sont donc ces petits paysans plutôt pauvres et qui nourrissent leur famille. Petites exploitations, vous voyez là,
les tailles des exploitations, la taille des exploitations moyennes, 72% font moins d'un hectare, 6% font plus de 5 hectares. Alors, pour terminer, l'agriculture dans les pays du Sud, tout de même, carrément se tourner vers une agriculture totalement mondialisée, totalement intégrée aux marchés mondiaux. C'est le cas, par exemple, des cultures de plantation en Malaisie, par exemple, en Asie, qui développent donc la monoculture de plantation, l'huile de palme, qui est vendue sur les marchés mondiaux. Ces cultures de plantation, on les retrouve en Amérique centrale, on les retrouve en Afrique, on les retrouve au Brésil, et elles sont tournées vers les marchés mondiaux, avec donc la production de café, d'ananas par exemple, de bananes, qui vont être exportés et intégrés au marché. C'est un élément important pour certains pays d'intégration à l'économie mondiale et de développement, et c'est un élément qui transforme aussi les paysages ruraux des pays de certains pays du Sud. Le Brésil, par exemple, est un pays qui est fortement qui est fortement aujourd'hui intégré à l'économie mondiale grâce à son agriculture de plus en plus intensive. Donc le développement des activités urbaines au sein des espaces ruraux. Alors, multifonctionnalité parce que effectivement on assiste à un développement du phénomène périurbain à l'échelle mondiale autour des grands pôles urbains, le développement des activités urbaines à l'intérieur des espaces ruraux proches des villes, avec donc effectivement là on voit les axes de communication, et puis le développement des activités pavillonnaires et également des zones commerciales. On appelle ça le mitage périurbain. Le périurbain a tendance à reculer, le rural a tendance à reculer face au développement de l'urbanisation. Alors, cette périurbanisation peut engendrer une forme de renaissance, puisque elle va amener des activités. Par exemple, ici, ça peut être des activités de loisirs, les activités récréatives. Les urbains vont venir régulièrement dans les espaces ruraux proches pour se divertir. Ça va amener aussi des activités productives, puisque le développement des zones commerciales va également générer de l'activité. Et ils permettent aussi parfois aussi aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux néo-ruraux, c'est-à-dire ceux qui s'installent dans les zones périurbaines. Ça peut passer aussi la multifonctionnalité par le développement des activités industrielles rurales, par exemple l'électrification rurale, le développement des panneaux photovoltaïques, qui peut être une source de progrès importante pour les pays du Sud, par exemple, qui disposent de beaucoup de soleil, comme le Maroc par exemple, qui a électrifié ses zones rurales grâce aux panneaux photovoltaïques. Donc il y a aussi les éoliennes qui se déploient dans les zones rurales et qui ajoutent donc à la multifonctionnalité des espaces ruraux. Alors entre fragmentation et conflit d'usage, il y a différentes formes de fragmentation. Les fragmentations, elles peuvent être liées à un phénomène de gentrification, c'est-à-dire que effectivement les classes moyennes, en arrivant dans les zones rurales, elles vont avoir tendance à chasser les populations locales, par exemple les paysans qui vont se retrouver en difficulté parce qu'ils auront plus de mal à pouvoir avoir accès à la terre, mais aussi les populations un peu plus populaires en fait, les classes populaires qui vont se retrouver avec une montée du prix de la terre et donc l'accès à la propriété qui va être plus difficile. On appelle ça la greenification. Les difficultés du monde rural, elles se manifestent aussi par le déclin du monde agricole. On voit les pourcentages qui diminuent inexorablement. Alors au nord, les paysans sont victimes souvent de la baisse des prix des cours mondiaux qui sont liés à la surproduction et à la concurrence mondiale. Et donc les éleveurs des pays du Nord, par exemple, doivent faire face à la baisse des prix et à l'endettement croissant. Pour les pays du Sud, c'est souvent ces pays du Sud produisent trop cher. Les productions vivrières ne peuvent pas rivaliser avec les productions intensives qui viennent du Nord. Et là encore, les paysans vivriers doivent quitter leurs terres pour se rendre dans les zones urbaines et alimenter un exode rural intense. Les conflits d'usage, ces conflits d'usage, c'est l'idée que effectivement on va devoir se partager la terre. Donc ça crée par exemple le syndrome NIMBY, c'est-à-dire l'implantation des éoliennes crée des tensions dans les zones rurales.
Et puis la notion du land grabbing au sud, effectivement, je vous laisserai regarder le schéma. Hein, cette notion de land grabbing,